7e Interbus Street Style de Bonne Gueule aujourd'hui, on est avec Geoffrey Bruyère. Où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? On va aller à l'hôtel Renaissance si on ne se fait pas refouler. Ok, bon on espère, on y va. Bon, salut Geoffrey, est-ce que tu peux te présenter pour les lecteurs qui ne te connaîtraient pas? Ok, je m'appelle Geoffrey, je suis le cofondateur avec Benoît de Bonne Gueule en tant que start-up. À la base, je suis originaire d'Alsace, je suis venu à Paris pour travailler, faire mes études et j'y suis resté. Le site, je travaille dessus depuis 2009-2010. Finalement, je suis arrivé assez tôt. À l'époque, c'était encore juste un tout petit site parmi plein d'autres. Il y en avait aussi des beaucoup plus gros comme un camion. Et puis petit à petit, il y a une aventure qu'on a vécue tous ensemble et qui nous a amenés ailleurs. Et comment ça a commencé Bonne Gueule? C'était quoi au début? Alors au début, c'était juste un site qui était là pour donner des conseils en style. Nous-mêmes, on est arrivé à Paris, on ne savait pas forcément comment s'habiller. Il n'y avait pas de ressources sur Internet. Souvent, le personnel en boutique, il nous regardait un peu de haut, ou alors parfois, il était aussi mal formé. Mais dans le tas, on a quand même rencontré des gens cool. On a appris des choses. Et à chaque fois qu'on apprenait quelque chose et qu'on faisait de nouvelles découvertes ou qu'on comprenait en fait une théorie, une pattern, on en faisait un article et on l'expliquait aux gens. C'est assez drôle. Benoît et moi, en fait, on a fait la même école. Et finalement, on s'est rencontrés sur Internet parce qu'on avait tous les deux un blog, lui Bonne Gueule, moi Toga Picta. Et fin 2009, je reçois un message Facebook de quelqu'un qui me dit « Tiens, c'est drôle, on a fait la même école. » Et c'était Benoît. Et moi, j'étais lecteur de Bonne Gueule. Et du coup, on s'est rencontrés, on est devenus amis. Assez rapidement, on a commencé à écrire un livre numérique ensemble. Et puis, à mesure qu'on avançait dans l'aventure Bonne Gueule, on avait une amitié qui se resserrait aussi. Aujourd'hui, je porte une chemise officine générale en seersucker. Cette matière, en fait, avec un très léger gaufrage qui est juste parfaite pour l'été parce qu'il n'y a que la moitié du corps qui est en contact avec la matière, donc ça aère bien. Avec ça, je porte un short Marichi, une marque avec qui on a fait une collab. C'est un short cargo, donc c'est un peu mon short de voyage parce que je peux tout mettre avec des poches JP, avoir tout de suite accès au passeport, au titre d'embarquement et tout. Parce que je pars en vacances demain. Et mon dirty secret, c'est mes sandales. Donc les sandales de Geoffrey. Des sandales des sandales Mephisto. J'avais un mal fou à trouver des sandales toutes simples. Et je voulais absolument pas acheter des sandales créateurs parce que j'ai aucune confiance en ces marques en termes de solidité. Et donc comme les bons chausseurs que j'aime ne font pas de sandales, je suis parti sur le design le plus simple que j'ai trouvé chez Mephisto. Donc on peut être stylé en sandales et en tongs du coup? Ouais, à condition, je dirais, d'accessoiriser un peu. D'accord, justement, on va moi c'est vrai que j'ai un tatouage, mais j'ai aussi des petits bracelets Catherine Michels avec un lacet en cuir, en fait, tout simple en plus. C'est un cadeau d'un copain qui fait du cuir, c'est Dashman, qui avait avant la marque One iOS 17 et maintenant Dashman. Et puis une montre, c'est une vieille montre GMT2 vintage que j'ai pas eu trop cher. Et puis un bracelet NATO parce que j'aime pas le côté bling des montres automatiques. Et il y a une science pour bien assortir ces bracelets. Il y a souvent des questions sur les accessoires qui sont pour les lecteurs. Je pense qu'il y a 1 million de manières de le faire, mais c'est vrai qu'il y a quelques trucs qui fonctionnent bien. Par exemple, rester dans une même teinte de couleur. Là encore, mélanger le côté lisse des pierres et puis le côté rugueux du cuir qui est complètement défoncé à force de prendre la douche avec. Et puis je pense limite ça ferait bien si on rajoute encore un anneau en argent pour donner un côté plus étincelant. Benoît il a ça et je l'envie pas mal, je trouve que ça rend vraiment bien. Et ton tatouage, est-ce que tu peux nous le montrer et en parler? En fait on voit pas trop, mais c'est une sorte de vestale ou de figure un peu comme Athéna. C'est un tatouage tout en aplat en fait, de noir et blanc qui est basé sur l'art déco. Et puis moi j'aime beaucoup les vases à figures noires de l'époque antique. J'aime beaucoup tout ce mouvement art déco, avant ça l'art nouveau, les motifs géométriques, le côté japonisant. Et je sais pas, j'ai eu envie de tout condenser dans un tatouage et ça a donné ça parce que j'ai eu la chance de rencontrer la bonne tatoueuse, c'est Florence Amblard à Paris. D'accord. Et les lunettes? Les lunettes, c'est des Persol modèle quelque chose.
casual chic mais avec des petites nuances de streetwear. J'ai des bonnes cuisses, donc c'est vrai que les pantalons Marichi par exemple, ou les autres pantalons qui donnent pas mal de largeur en haut, tout ce qui est coupe carotte, ça me met mieux en valeur. Et après je brode autour pour recréer un aspect plus structuré en haut avec des blousons ou des chemises qui ont des coupes très définies. Je peux pas mettre à la fois une silhouette floutée au niveau des cuisses parce qu'il y a beaucoup de matière et en même temps flouter le haut, sinon ça ferait une tenue trop négligée et qui manquerait de structure, quoi. Je dirais qu'avoir du style, c'est arriver à trouver un style dans lequel on se sent bien, qui nous met en valeur auprès des autres et de la société et donne envie aux gens de nous connaître. Et puis en même temps, à aucun moment qui copie d'autres et à aucun moment aussi qui cherche à dominer les autres à travers du style. Faut jamais être clinquant, faut jamais chercher à attirer l'attention, il faut vraiment le voir comme un pont vers les autres personnes et je pense que quand on arrive à conjuguer tout ça, on commence à avoir du style. Il y avait une veste en carangue qui est une sorte de serpent d'élevage que je voulais absolument parce que je l'avais fait passer à un client lors d'un de mes tout premiers relookings. Je faisais ça un petit peu comme Christina Cordula aujourd'hui, mais sans les ma chérie. Et ouais, cette veste, elle était magnifique. J'avais jamais réussi à la retrouver en solde parce que c'est une veste en serpent, donc même si c'est du serpent d'élevage et tout, ça coûtait quand même pas mal cher. Et puis finalement un jour, j'ai bien économisé, j'ai un peu craqué la tirelire et depuis c'est la prunelle de mes yeux, c'est le truc que je chevrerais en cas d'incendie. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir un forum qui est assez actif. Et du coup, on a énormément de lecteurs qui nous font découvrir des nouvelles marques. Idem au niveau des commentaires du blog ou parfois des copains. Et puis à côté, on lit pas mal de magazines. On lit des sites anglais comme Business of Fashion. On lit un petit peu Hypebeast, Style Snowbite. On regarde aussi ce qui se fait sur les autres blogs français. Et puis après, on fait notre tri sur la base du tri qui a déjà été fait par d'autres. Et on trouve les marques dont on vous parle. Dans les marques que j'ai beaucoup aimées récemment, il y a Velvachine. C'est des t-shirts avec un côté très vintage. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de couture en fait, sur les côtés du t-shirt. C'est vraiment un tube de matière. Et du coup, même si le t-shirt il vrille, on ne le verra pas parce qu'il n'y aura pas une couture qui fera comme ça. C'est très résistant. Ils ne sont pas trop chers. Ils doivent tourner autour de 60-70 balles le pack de 2. Donc en mettant un petit peu plus cher que des t-shirts chez Monoprix ou d'autres marques vraiment low cost, on arrive à avoir des increvables que je porte toute l'année. Je trouve que ce qui manque dans la mode masculine, ce sont des médias forts qui se mettent vraiment du côté des lecteurs. En France, j'imagine qu'on petit à petit on a commencé à jouer ce rôle, mais j'ai du mal à voir des équivalents dans d'autres pays et j'adorerais vraiment trouver un équivalent de Bonne Gueule en Allemagne, au UK, aux États-Unis, au Japon, mais je les ai pas encore trouvés. Je serais vraiment fan si ça existait. Des médias qui... Des médias qui ne parlent pas forcément du côté fashion, qui ne parlent pas non plus de ce qui arrange les marques, qui leur donne du budget publicitaire, mais vraiment un média qui se range du côté des lecteurs et qui se disent alors voilà, en termes de rapport style, qualité, éthique, prix, les meilleures marques c'est ça, ça, ça et ça. Et ça n'existe pas, quoi. Cette approche très analytique, très sensée, très rationnelle. On trouve plutôt des médias comme Hypebeast par exemple, qui vont faire un super travail pour parler de style, pour trouver toutes les marques hype à la mode, machin et tout, mais il n'y aura pas la couche de recul qui leur fera dire est-ce que c'est de la bonne qualité, est-ce que la marque, on ne paye pas plutôt le branding que le vrai travail d'artisanat. On est encore un peu trop du côté mode, star system, champagne, cotillon, machin, et pas assez du côté artisanal, etc. Ou alors quand on l'est, on devient un peu chiant, un peu austère, et faut arriver, je pense, à combiner tout. Et j'ai pas trouvé beaucoup de médias qui le font. Aujourd'hui, le principal enjeu d'un média, c'est sa rentabilité. Parce qu'on vit une époque qui est très dure pour les médias.
Donc voilà, je vous apprends rien quand je vous dis que petit à petit la presse classique elle se fait supplanter par le digital, mais même le digital souffre beaucoup. Parce que les modèles évoluent, parce que finalement les marques elles ont de plus en plus de mal à mettre des budgets importants, qu'elles préfèrent de plus en plus le mettre dans la qualité, dans des choses comme ça, plutôt que le de nos médias. Mais à la fin, ça crée un manque d'information, ça force les médias à se réinventer. Et le problème qui existe souvent, c'est que plutôt que de trouver un autre modèle économique totalement différent, totalement nouveau, eh ben, les médias classiques vont juste se mettre à courtiser encore plus les marques qui les font vivre, en leur donnant encore plus d'espace aux dépens des marques qui ne payent pas. Donc en gros, ils ne jouent plus leur rôle de médias. Et c'est ça le vrai problème et la vraie difficulté des médias aujourd'hui, c'est conjuguer rentabilité et indépendance. Le secteur il est tellement dur qu'il y a très peu d'acteurs qui arrivent à avoir les deux. Ouais, c'est mon rêve depuis très longtemps d'aller au Japon. J'ai pas encore pu y aller. C'est un voyage qui coûte un peu cher aussi, mais je désespère pas. Bientôt on vous le fera ce reportage sur l'indigo. Sur l'indigo japonais. J'ai l'impression que la direction qu'on prend en ce moment, c'est toujours d'être de plus en plus orienté lecteur et donc de mettre de plus en plus de fonctionnalités sur le site. Par exemple là en ce moment on aimerait bien mettre un module de notation des marques qui serait en fait le fruit des notes des lecteurs, plus celles de l'équipe. Et du coup, pour chaque marque, on aurait des notes, des commentaires. Il y a beaucoup de lecteurs aussi qui ont envie de participer au site. Donc de plus en plus, c'est eux qui rédigent des articles ou des fiches marques. Là, en ce moment, on est en train de faire une sorte d'annuaire de tous les blogs intéressants. Donc pareil, on cherche des gens pour remplir ces descriptions d'annuaires. Ce qui avait déjà été fait aussi pour les boutiques. Aussi. Ouais, voilà. Mais en gros, la logique, c'est toujours plus de choses sur la plateforme, toujours plus de contenu. En tant qu'entrepreneur, forcément, il y a plein de modèles. Je dirais qu'au quotidien, Benoît, c'est un de mes modèles. Ça a beau être mon associé, c'est quelqu'un qui est très différent de moi dans la manière de faire, même si on partage les mêmes buts, la même envie de bien faire. En dehors, il y a plein de gens qui sont hyper inspirants. Il y a le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, qui est un puits de sagesse. J'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais c'est juste incroyable. Parfois, il y a des modèles aussi qui ne sont pas forcément des entrepreneurs connus, mais par exemple des gens qui nous coachent, qui nous aident, qui nous guident. Par exemple, Gilles Masson, qui est un tailleur de vêtements. Je peux aussi citer François Barbier, qui était un très grand dirigeant d'entreprise parce qu'il gérait Mars, les barres chocolatées pour toute l'Europe. Et puis aujourd'hui, il aide les entreprises sociales et aussi quelques autres entreprises comme nous, bénévolement, pour les coachs en fait. Il nous aide à être des meilleurs entrepreneurs parce que c'est pas un truc qu'on apprend à l'école, c'est un truc qu'on apprend en faisant des conneries, quoi. Et c'est quoi justement la plus grosse connerie et la plus grosse galère que vous ayez faite? Des conneries, on en a fait plein. Mais je dirais que la plus grosse, c'était peut-être il y a 3-4 ans, on a racheté notre concurrent américain, un concurrent qui était en fait un partenaire, parce qu'on avait traduit notre livre numérique en anglais, et vu que ça marchait bien, on a voulu le racheter, et puis on n'était pas du tout prêt, parce qu'à côté, on avait une croissance explosive en France, et il y avait de plus en plus de lecteurs, il y avait de plus en plus de travail, il fallait embaucher, il fallait continuer à écrire des articles, il fallait développer la marque de vêtements, il fallait développer la plateforme, il fallait protéger les sites contre le piratage, enfin il y a toujours 1 million de trucs à faire. Et en même temps, on s'est mis à rajouter le fait de faire exactement la même chose sur un site anglais, en plus dans les pattes, sans avoir plus de trésorerie, plus de bras pour nous aider. Donc c'était pas possible, alors on a dû le revendre. Ça a été un peu une petite gabégie financière, mais bon, c'est ce qu'il fallait faire. Petite larme, mais peut-être qu'un jour on aura la chance de retenter l'aventure internationale. En tout cas, en ce moment, on s'y prépare, on regarde un peu. Ouais, plein, parce qu'encore une fois, même si on est de plus en plus compétent au fil des années en apprenant, quoi, on n'est jamais assez compétent par rapport au moment présent. On a toujours un temps de retard parce que à mesure que tout grandit, on est obligé d'acquérir les compétences, on les a pas, c'est pas des trucs qu'on apprend à l'école, c'est pas des trucs qu'on apprend dans la rue, c'est pas des choses qu'on peut deviner.
Et ça, c'est super dur. Et puis, l'autre grand doute que j'ai, c'est que en tant que cofondateur, j'ai vraiment envie d'un côté que tout le monde puisse faire le projet comme il l'entend, pouvoir totalement partager la responsabilité, le pouvoir sur la destinée de Bonne Gueule et tout. Et puis en même temps, il y a aussi un côté où il faut être un peu plus, enfin j'aime pas ce mot-là, mais un espèce de fond de truc un peu dictateur éclairé, mais sans le côté trop dictateur. D'avoir une vision. Voilà, d'avoir une vision et pour aligner tout le monde, pour les synchroniser. C'est un peu un mix entre trouver le bon niveau de contrôle. Et d'un point de vue humain, j'aime en donner le plus possible, et d'un point de vue rationnel, j'ai du mal, ça fait peur, etc. Et c'est vraiment là que j'ai mes doutes. C'est est-ce que je suis un bon chef d'entreprise quoi, auprès des équipes et de tout le monde. Vacances. Je pars demain. Parfait. Je pars demain à 6h15. Donc Tu pars où ? Je pars en Crète avec ma copine pendant 9 jours. Et je pense que j'en avais bien besoin. Eh bien, bonnes vacances, Geoffrey. Merci. Alors, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg ? Ah, Steve Jobs. Christian Dior ou Marc Jacobs ? Christian Dior. Fashion Week ou Pitti Uomo ? Pitti Uomo. Google ou Tesla ? Tesla. Toile japonaise ou toile américaine ? Japonaise. C'est pas sorcier ou E égale M6 ? C'est pas sorcier. Vogue ou GQ ? Je passe. E-shop ou magasin ? eShop. Et enfin, Suprême ou Suprême de poulet ? Suprême de poulet.